Bonjour aux uns et aux autres. Merci pour votre invitation. J'étais venu, on se disait, en juin 2024 à Boissy-Saint-Léger. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui étiez déjà là. Remercier la Maison de l'Europe de son invitation et la remercier aussi que cette invitation soit le premier jour d'une série de jours qui se situe dans cette semaine qui aboutira d'une part vendredi à la fête de l'Europe, le 9 mai, et puis samedi à l'inauguration de cette maison qui est déjà ouverte depuis quelques mois. Mais donc je trouve extrêmement intéressant que chaque jour il y ait un programme différent avec l'accueil de jeunes, des formations un accueil pour des jeunes qui veulent entreprendre des projets européens, ceux qui bénéficient d'un Erasmus+, hein, ce qui montre votre volonté de faire vivre l'Europe d'une façon très, très concrète dans ce département francilien. Voilà. Je vais m'appuyer sur le livre que j'ai coécrit avec Gérard Vernier. J'ai rencontré Gérard Vernier à travers le site Sauvons l'Europe. C'est un site qui a été créé après le rejet du projet de constitution, le traité constitutionnel. Il a été créé par des jeunes qui se sont dit il faut sauver l'Europe. Alors ils ont créé un site Sauvons l'Europe. Et Gérard Vernier est un ancien fonctionnaire de la Commission européenne. Il a travaillé 25 ans dans les services dédiés au développement et une quinzaine d'années au secrétariat général où il était chargé de compiler les travaux des différentes directions de la Commission européenne. Et quand il est parti à la retraite, il a continué à faire ce travail de compilation. Et donc, régulièrement, il publie sur le site de Sauvons l'Europe quelque chose qui s'appelle le tour de périscope, où il donne un tour d'horizon de l'actualité de la Commission européenne. C'est très intéressant. Et c'est ainsi que j'ai pris contact avec lui. Et puis je lui ai proposé qu'on écrive ce livre à deux mains, moi me chargeant plutôt de la partie historique et lui de la partie actualité. Et à quatre mains plutôt. Je vois que vous fronciez les yeux. Il y a quatre mains. Nous relisant, travaillant et discutant ensemble. Et on a eu dans ce livre une double ambition qui, je crois, en fait un livre assez original. D'une part, raconter l'histoire de l'Europe en 100 pages. Et je crois qu'il n'y a pas de précédent. Moi, j'avais justement recherché des livres sur l'Europe. Là, vous tombez sur des gros livres, Monsieur Durosel, etc. Bon. Et c'est pas facile de raconter l'histoire de l'Europe parce que si on raconte l'histoire de chaque pays, on n'en finit pas et puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il est très difficile d'écrire une histoire chronologique de l'Europe. Ça a été essayé entre la France et l'Allemagne. Il y a eu un livre qui est paru, livre d'histoire franco-allemand, mais avec tous les pays, il y a encore des zones qui sont un peu frictionnelles, des zones géographiques qui sont frictionnelles entre pays, et puis ça fait une somme énorme. Et donc on a eu une approche, je crois, originale, je reviendrai dessus, à travers des thématiques pour écrire une histoire de l'Europe en 100 pages. Et puis la seconde partie, c'est un peu la même gageure, c'est de dire on va présenter l'ensemble des défis européens en 100 pages, de telle sorte que quelqu'un qui n'est pas un spécialiste puisse avoir une tour d'horizon de ces problèmes. J'espère que c'est intéressant. Alors, Monsef, j'ai du mal avec mon Jeanne Doubi, pardonnez-moi, m'a demandé d'orienter plutôt mon propos sur un sujet qui est très d'actualité et qui a un temps assez énorme, la géopolitique de l'Europe aujourd'hui. Alors oui, donc je veux excuser Gérard Vernier qui habite à Bruxelles et qui peut toujours se déplacer. Et donc on se fait confiance l'un l'autre dans nos interventions pour ne pas trahir l'esprit des deux auteurs.
Je vais commencer par une petite question. Combien d'habitants y avait-il sur Terre dans les années 1900? Est-ce que vous avez une idée? 1 milliard. 1,5 milliard, je crois. 1,5 milliard. Bon, bravo. Autour d'1,7 milliard, 1,5 milliard. On arrive à 2,5 milliards en 1950. Vous voyez, début du siècle, 1,5 milliard, 1,7 milliard. 1950, 2,5 milliards. Et aujourd'hui, on est à Presque 8. presque 8. Donc, vous voyez, quand on réfléchit, C'est galopant. c'est galopant. Et la plupart des problèmes du monde, ils s'expliquent quand même par cet accroissement démographique qui pose plein de problèmes nouveaux. Les richesses du monde ont beau s'augmenter, pour faire face à cette augmentation du nombre d'habitants, il y a toujours des gens qui sont dans la pauvreté. Bon, même si il y a eu un certain nombre de diminutions dans tel ou tel continent. Mais on voit bien qu'on a besoin de plus en plus de matière pour alimenter les gens en biens. On a besoin de plus en plus d'eau, on a besoin de plus en plus d'électricité, on a besoin de tout en beaucoup plus, simplement parce qu'on est 8 milliards. Et on sait que, grosso modo, alors, la courbe va se tasser, hein, mais on devrait quand même tourner autour de, enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, et puis ils varient suivant les calculs, enfin autour de 10 à 11 milliards d'ici la fin du siècle. Et donc, par rapport à aujourd'hui, on aura sans doute environ 2 à 3 milliards de gens en plus. Hein. Alors, qui se situent surtout en Afrique, parce que dans tous les continents, il y a un ralentissement très net de la population, et même des baisses de population que l'on constate quasiment partout en dehors de l'Afrique. Elles sont fortes en Russie, elles sont très forte en Chine, qui a toujours 1,4 milliard d'habitants, mais qui devrait perdre 500 à 600 millions d'habitants d'ici la fin du siècle. Elles sont fortes aux États-Unis, en Europe, au Japon, l'un des pays les plus vieux du monde. Voilà. Donc c'est quand même important d'avoir cette cartographie des évolutions géographiques. Et par contre, l'Afrique, alors je n'ai plus en tête la population actuelle, mais elle devrait atteindre de l'ordre de 3 milliards, je crois, d'ici la fin du siècle. Donc ça va être une augmentation considérable. Alors, quand on parle de géopolitique, on parle obligatoirement, et dans le contexte actuel, on a tous présent à l'esprit tout ce qui s'est passé depuis 3 mois aux États-Unis. On est obligé de s'interroger sur la question de la place de l'Europe. Alors vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là l'année dernière, je vous avais dit qu'il y avait 2 fils qui traversaient notre travail. Le premier fil qui était une interrogation sur peut-on parler d'un peuple européen? Et il faut avoir cette question par derrière. Peut-on parler d'un peuple européen? Et le deuxième fil, c'était qu'est-ce que ça veut dire la notion de puissance aujourd'hui? Donc on y reviendra parce que c'est au cœur de la question de la géopolitique. Et on pourrait rajouter une troisième question, c'est quel est l'Europe est-elle un pôle de référence? Est-ce que pour certains pays, l'Europe est un pôle de référence ou pas? Donc je vous laisse ces questions un peu pour vous, et puis on y reviendra à la fin, puis on pourra échanger sur ces trois points. Alors, quand on parle de défense, il y a une question qui est essentielle à se poser, c'est pourquoi on devrait se défendre. Et
qu'est-ce qui fait qu'on serait prêt à aller se battre? Et la question, elle est simple, mais elle est brutale. Est-ce qu'on serait prêt à aller se battre? Il y a des jeunes ici. S'il y avait. Alors, voilà, c'est une hypothèse un peu d'école, hein, mais enfin, on voit bien qu'elle revient dans l'actualité, que l'hypothèse d'une guerre n'est plus simplement. Enfin, quand on était jeune, Jean-Luc, par exemple, était inenvisageable qu'il y ait une guerre. Alors, bien sûr, moi, je suis encore de la génération qui a fait mon service militaire. Quand on faisait le service militaire, l'ennemi n'était pas nommé, mais il était russe, il était soviétique. Bon. Et puis après, cette idée d'un ennemi, même soviétique ou russe, était complètement tombée dans l'oubli. Ça paraissait inenvisageable. Et ce qui est très étrange, c'est de voir revenir cette perspective d'un danger qui est nommé et qui est un danger russe. Voilà. Est-ce qu'on serait prêt à se battre sur le territoire ou à aller défendre, participer à des combats sur la frontière? Donc la question qui est derrière, c'est quelle est la spécificité de ce que l'on vit? Est-ce qu'il y a une spécificité que l'on veut défendre? Donc ça, on y reviendra. On y reviendra dans un deuxième temps. Qu'est-ce qui fait que l'Europe, c'est pas un autre continent, c'est quelque chose de spécial. Et on a beau être submergé par l'actualité, hein, qui met des problèmes de défense en avant, il ne faut pas oublier les autres problèmes, parce qu'il y a d'autres défis qui restent sur la table. Le premier défi, j'imagine que vous les jeunes, vous y êtes sensibles, c'est celui du climat. La problématique du climat, hein, avec ces deux aspects, le dérèglement climatique d'un côté, et puis l'extinction de la biodiversité, hein. Tout ça, ça reste très présent. Et d'ailleurs, on voit un peu avec chagrin, et peut-être même effroi, que toute cette problématique qui semblait être bien enclenchée, où après l'accord sur la COP 21 à Paris, bon, on se disait au moins il y a une décision qui a été prise par tous les États, les États ont décidé de s'orienter dans cette voie. On découvre stupéfait que c'est remis en cause. Et c'est vrai que quand on voit le président des États-Unis dire on va forer, c'est vrai que ça interroge beaucoup. Hein, ça interroge beaucoup. On se dit, est-ce que c'est juste un retour passager vers le passé, ou est-ce qu'il y a la volonté de dire ça, c'est pas grave, continuons à exploiter les hydrocarbures comme si de rien n'était. Donc, vous voyez, ce défi, il reste. Et l'Europe, là-dessus, elle a quand même été en pointe, alors avec la COP 21 qui s'est tenue à Paris, avec le Green Deal. Alors, on voit bien qu'en ce moment, il y a une tentative de dire peut-être qu'on a été trop loin en termes d'édiction de normes qui sont trop contraignantes et face à des pays qui les mettent pas en œuvre. Est-il possible de continuer à avoir ce volontariat dans la lutte contre le dérèglement climatique tout en continuant à préserver notre potentiel industriel? C'est une vraie question, mais c'est un défi. Il y a un autre défi qui est potentiel et qui reste majeur, c'est celui d'une éventuelle nouvelle épidémie. Là encore, je me tourne plus spécialement vers les jeunes, hein, mais toutes les statistiques, les documents font référence à la période de confinement qui a été particulièrement difficile pour vous. Hein. On sait que il n'est pas possible de dire qu'il n'y aura pas de nouvelle épidémie. Voilà. Donc la question de la préparation à une nouvelle épidémie, quelles mesures on prend, comment on s'était défendu, ça reste sur la table. Ce qui est intéressant avec l'épidémie de la Covid, c'est que elle a permis à l'Europe d'avancer. On dit souvent l'Europe avance dans les crises. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est souvent les crises qui font que finalement on fait des progrès dans la prise de conscience européenne. Et ce qui est important quand on
veut comprendre l'Europe, c'est qu'il y a des traités qui organisent une répartition des rôles entre ce qui relève de l'Europe, c'est-à-dire de la Commission européenne, des États, du Parlement européen, et ce qui relève des États. Puisque ce sont des États qui se sont mis ensemble, qui ont accepté de diminuer leur souveraineté au bénéfice de cet ensemble étrange qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Et rares sont les domaines où l'Union européenne a toute la compétence. Par exemple, en matière commerciale, c'est l'Union européenne qui a toute la compétence. Elle peut décider de discuter avec des pays pour passer des traités commerciaux. Alors, ils doivent être ratifiés ensuite par les parlements, mais c'est elle qui a l'initiative, qui a la compétence. Et quand l'Union européenne n'a pas la compétence, elle n'a pas à prendre d'initiative. Par exemple, en matière de santé, la compétence reste à chacun des États. Mais en matière d'éducation, par exemple, c'est pareil. L'éducation relève des États. En matière de culture, c'est pareil. La culture relève de chacun des États. Donc, quand l'épidémie a surgi, c'est d'abord les États qui se sont dit il faut qu'on réagisse, c'est à nous de réagir. Et au fil, assez rapidement en fait, il y a eu conscience que il manquait des masques par-ci, il n'y avait pas de vaccin par-là, qu'il allait falloir passer des marchés avec un certain nombre de laboratoires, lancer une consultation, et d'une façon assez rapide, les gens se sont dit, enfin nos dirigeants se sont dit, ben, ça serait plus simple que ce soit l'Europe qui coordonne ces consultations des grands laboratoires, parce qu'au moins, l'Europe pourra dire on veut des vaccins pour tous les pays, on va organiser la répartition pour que chaque pays ait les doses de vaccins, et non pas que tel pays rafle la mise et puis tel autre n'en ait plus. C'était une façon de ne pas se faire la guerre par rapport aux laboratoires, qui n'auraient attendu que ça pour monter leur prix. Et donc, finalement, il a été confié à l'Union européenne le fait de coordonner la consultation des laboratoires et le fait de payer l'achat des vaccins. Et il y a eu une grande... dans la foulée, il y a eu une grande première, qui a été le fait qu'il y a un emprunt qui a été lancé au nom de l'Union européenne. Et c'était la première fois. Parce que les Allemands s'étaient toujours opposés à ce que l'Union européenne fasse elle-même un emprunt. Donc on voit que cette crise de l'épidémie a renforcé l'Europe dans le fait que on lui a confié la coordination des mesures, et principalement des achats de vaccins, et on l'a autorisé à émettre un emprunt au nom de l'Europe. Alors que d'habitude, c'est chaque État qui fait des emprunts. Voilà. Donc, vous pouvez garder cette idée que l'Europe avance crise par crise. Il y a un troisième défi qui reste tout à fait important et qui concerne tous les pays d'Europe, c'est la question des migrations. C'est un sujet compliqué. Depuis 9 ans, il y avait des discussions au niveau européen qui ont enfin abouti, vous voyez, c'est long, 9 ans de discussion. 9 ans de discussion et qui ont finalement abouti à ce qu'on a appelé le pacte asile-migration, qui a donc été validé par l'Europe avec un vote au Parlement européen qui a été difficile à obtenir. Il n'était pas certain que le vote passe. Enfin, tous les travaux qui avaient été lancés avec beaucoup de commissions. Alors, ce délai, pourquoi ce délai? Pourquoi ce délai? Parce que c'est pas un jour la Commission européenne qui dit tiens, on va faire un pacte, on vous le soumet. Il y a énormément de groupes de travail, et dans ces groupes de travail, les États sont représentés. Et il y a beaucoup de discussions qui vont entre les États, en liaison avec le Parlement européen, en liaison avec la Commission. L'Europe, c'est vraiment le lieu de la concertation permanente, avec des gens qui parlent plusieurs langues,
et puis on essaye de prendre en compte les positions des différents partis, mais aussi les positions des différents États, et peu à peu s'élaborent des accords, et puis des consensus, et puis à un moment, le projet est en état d'être soumis au Parlement européen, et il y a un vote. Ce vote, il est important dans la mesure où, là encore, on peut dire que c'est une crise qui amène une amélioration de l'Europe. Jusqu'à présent, les politiques migratoires, c'est de la responsabilité de chaque État. Et chaque État, c'est normal, se soucie de dire qui est-ce qui peut rentrer chez moi, selon quelle modalité, et à quelles conditions je peux renvoyer quelqu'un à l'extérieur. Alors, dans un pays comme la France, par exemple, il y a différents modes d'entrée en France. Il y a l'immigration économique, et on a eu depuis très longtemps une immigration économique qui était importante. Hein. Il y a l'immigration qui est liée aux études. Il y a chaque année beaucoup d'étudiants qui viennent pour faire leurs études en France. Il y a une immigration qui s'appelle l'immigration familiale, hein, c'est-à-dire depuis 1974, il a été décidé que les personnes immigrées pouvaient faire venir leur famille. Et puis il y a un quatrième point d'accès, c'est ce qu'on appelle les réfugiés qui demandent l'asile politique parce que dans leur pays, ils vivent sous des conditions difficiles en matière politique, qui peuvent être pourchassés, et donc ils demandent l'asile politique. Voilà. Chaque pays continue à définir ses propres critères, mais on a bien vu, notamment c'est l'année 2015 qui a été une année un peu compliquée, qui a enclenché toutes sortes de réflexions. Vous savez, 2015, c'est le moment de la guerre en Syrie. C'est le moment où il y a énormément de réfugiés qui viennent de Syrie et qui arrivent en Allemagne. Et c'est la décision de la chancelière Angela Merkel de laisser rentrer environ 1 million de personnes en Syrie. Et les autres pays ont reçu des réfugiés, mais en moindre importance. Et ça a été un peu un détonateur dans l'Union européenne. Et à partir de là, ces discussions, et puis ensuite, les situations se compliquant avec ce qui était arrivé en Libye, puis la guerre en Irak, etc., avec ce flux de réfugiés qui traversent la Méditerranée. Bon, on a bien vu que les pays n'arrivaient plus avaient du mal à s'en sortir tout seuls. Hein. Et notamment, il y avait d'un côté les pays du Sud, comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce, qui étaient des lieux d'accueil des bateaux qui venaient de la Méditerranée. Et puis d'un autre côté, il y avait la Pologne, la Hongrie, qui voyaient arriver des gens à travers la Biélorussie. Bon, alors les Hongrois et les Polonais ont tendance à peu s'intéresser aux gens qui venaient de la Méditerranée, et ceux des pays du sud de l'Europe s'intéressant assez peu aux gens qui venaient de l'Est. Mais enfin, bon, bref. Donc, ce qui a été décidé, c'était d'une part d'organiser un système cohérent qui se mettra en place qu'en 2026, je crois, hein, d'organiser un système cohérent d'accueil des personnes qui viennent en Europe dans des centres qui sont situés aux frontières, avec des critères rapides d'identification des personnes. Si elles viennent d'un pays dit sûr, c'est un pays où les gens sont en sécurité, elles ne sont pas acceptées. Et si elles viennent d'un pays dit non sûr, c'est-à-dire où il y a des vrais problèmes politiques, dans ce cas-là, elles sont acceptées et les formalités d'accueil de réfugiés seront développées par chacun des pays. C'est aussi de développer une politique aux frontières de sécurisation avec ce qu'on appelle Frontex, c'est-à-dire des bateaux, des services de police pour fortifier les frontières. L'idée étant de dire les personnes qui sont accueillies, il faut les accueillir bien, et
il y a un certain nombre de personnes qu'on ne souhaite pas accueillir parce qu'elles ne rentrent pas dans les critères. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de les accueillir parce que c'est compliqué pour elles et pour nous. Et dans ce cas-là, mieux vaut leur dire tout de suite à l'entrée, mais bon, de ne pas rentrer. Bon, on voit que ça reste des sujets compliqués et ça reste des défis. Ça reste des défis. Il y a un autre sujet qui est un sujet constant, c'est celui de l'Europe sociale. Une Europe qui ne serait pas sociale, ça n'a pas de sens. Parce qu'une Europe sociale, c'est une Europe qui est faite pour les gens. Voilà. Et pourtant, on a le sentiment, et c'est ce qu'on développe dans le livre, que l'Europe sociale, elle reste à faire. L'Europe de la solidarité entre les bon, je dis les gens, hein, parce que ce n'est pas péjoratif, mais entre les habitants, entre nous, hein, quels que soient nos pays, elle reste à construire. Pourquoi? Parce que au fil du temps, on est passé de l'Union économique européenne à l'Union européenne, de la communauté économique européenne à l'Union européenne. C'est construit un grand marché, et dans ce grand marché de 500 millions de personnes, nous sommes 500 millions d'Européens, le principe, c'est la liberté de circulation des biens, des capitaux et des personnes. Voilà. Donc on voit bien que c'est une vision quand même économique, avec ce grand marché, qui a primé au départ sur la construction de l'Europe, et qui d'ailleurs a en parallèle donné naissance à cette monnaie unique de l'euro. Je me souviens quand l'euro a été créé, c'est autour de l'an 2000. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, quand on partait avec les parents à l'étranger, il fallait à chaque fois passer les frontières, avec des grandes files, changer de monnaie à chaque fois. Et finalement, l'euro, c'était assez incroyable. D'un coup, on pouvait passer les frontières, ne pas changer de monnaie. Vous voyez, ben, je ne sais pas pour vous qui êtes jeune, ça doit paraître une chose élémentaire, mais c'est assez extraordinaire en soi. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Ce grand espace où les gens peuvent se déplacer. Alors, ce grand espace où les gens peuvent se déplacer, ça s'appelle l'espace Schengen. Il a été mis en place en 1985. C'est-à-dire que dans cet espace, tous les pays d'Europe n'y adhèrent pas, hein, mais une grande partie des pays d'Europe, dans cet espace Schengen, effectivement, vous pouvez circuler librement, hein, ce qui est quand même étonnant quand on y pense. Hein. Et il y a la carte de l'euro qui ne coïncide pas exactement, parce qu'il y a toujours, l'Europe c'est une juxtaposition de cartes qui ne sont jamais exactement les mêmes, et vous avez la carte de l'euro où vous pouvez payer avec la même monnaie. Donc, l'Europe, ça a d'abord été un grand espace où les personnes pouvaient circuler, où les biens, les capitaux pouvaient circuler, et ça a été une Europe économique. Bon. Et l'Europe sociale, ça a toujours été quelque chose de en plus, ou en fonction. Donc quand tout marchait bien, ben, on ne s'occupait pas beaucoup d'Europe sociale. Puis quand il y avait la crise économique, à un moment, chacun disait, bah oui, mais il y a une montée du chômage, bah oui, mais c'est de la compétence de chaque État. Est-ce qu'il y a un salaire minimum? Ben, c'est de la compétence de chaque État. Et donc, il y a eu beaucoup de mal pour l'Europe à dire, ben, il faut essayer de faire quelque chose au niveau européen. Alors, il y a eu quelques avancées. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'actualité, à un moment, on parlait des travailleurs détachés. Il y avait eu le problème du plombier polonais. Voilà, le plombier polonais qui venait nous prendre nos emplois. Alors, il y avait effectivement des questions de coût des prestations sociales. Bon, donc, il y a eu finalement des délibérations au Conseil européen pour régler ce problème des travailleurs détachés, qui était un vrai problème, parce que les uns et les autres n'étaient pas autant payés, enfin, n'étaient pas autant payés, et donc un entrepreneur français avait intérêt à faire venir des Polonais, parce qu'ils ne payaient pas la sécurité sociale. Enfin, j'ai plus le détail en tête, mais bon, ça représentait une vraie difficulté. C'est posé aussi la question de faut-il avoir un salaire minimum dans toute l'Europe?
Ça pose deux problèmes. C'est qu'il y a des pays qui considèrent qu'il n'est pas besoin d'avoir un salaire minimum. La France en a un, mais il y a des pays qui n'en ont pas. Et puis, une fois qu'on est d'accord pour un salaire minimum, c'est quel salaire déterminer. Parce que le coût de la vie dans tous les pays n'est pas le même. Si vous prenez un des pays du Sud ou le Luxembourg, vous avez un écart énorme. Je n'ai pas les chiffres en tête, là je ne peux pas vous les donner de tête, mais dans l'un des cas, vous avez un salaire qui va plutôt tourner autour de 500 euros et de l'autre côté, autour de 1200 euros. Donc c'est très difficile de dire on va mettre le même salaire pour tout le monde, parce que certaines entreprises des pays les moins riches ne pourraient pas. Donc l'Europe a fait ce qu'elle pouvait, elle a dit nous recommandons, voilà c'est un grand mot ça, nous recommandons aux uns et aux autres de mettre en place un salaire minimum, de telle sorte d'assurer une rémunération de base à toutes les personnes de votre État. Voilà. Et je crois que maintenant, il y a à peu près des salaires minimums, mais qui sont variables dans chacun des États. C'est aussi une des éléments qui a fait évoluer, c'est que l'Allemagne, qui ne voulait pas de salaire minimum, a fini par accepter un salaire minimum. Mais on voit bien que cette question de l'Europe sociale est aussi intervenue sur un sujet compliqué, c'est le statut des travailleurs des plateformes, vous savez, comme Uber et compagnie. Parce qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui dit ce sont des salariés, par exemple les chauffeurs Uber, ce sont des salariés de Uber, et donc ils doivent être traités comme des salariés d'une entreprise. Et d'autres qui disent, comme la France, ce sont des auto-entrepreneurs, et c'est parce que justement ils sont entrepreneurs, ils sont libres, ils sont autonomes, que ça plaît aux gens et que ça s'est autant développé. Donc, il y a eu des discussions très, très difficiles entre les pays. Il y avait des accords, on s'attendait qu'il y ait un accord, puis finalement, 2 jours après, il n'y avait plus d'accord, puis il y avait un troisième accord. Bon, bref. La position de la France n'a pas été retenue. C'est-à-dire que la position de l'Europe a dit les chauffeurs Uber doivent être considérés comme des salariés et à ce titre doivent bénéficier d'une protection sociale de salariés. Ce qui ennuie la France, qui avait mis en place un autre système qu'elle considérait comme plus innovant, en disant ce qui plaît aux jeunes, souvent des jeunes qui font le boulot de Uber, c'est justement la liberté. Donc il faut intégrer le côté social, mais sans casser cette liberté. Voilà, c'est un peu les 3 grands dossiers sociaux qui existent. Bon, il y a d'autres sujets qui sont des sujets vraiment très, très importants. Il y a tout ce qui est transition numérique, démographique, industrielle. Sur le numérique, là on rentre dans les problèmes avec les Américains notamment. L'Europe est le continent qui a pris, est le seul continent qui a pris des mesures pour dire on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et les Google, les Amazon, etc., doivent respecter un certain nombre de règles. Donc on l'explique dans le livre, il y a le DSA et le D... Je ne me rappelle jamais les noms. C'est toujours en anglais et je n'arrive pas à mémoriser. Mais il y a des actes numériques qui ont été pris, qui interdisent par exemple un certain nombre de propos pornographiques ou qui incitent à la haine, etc., qui sont interdits. Et régulièrement, il y a des amendes qui sont décidées contre les grands groupes américains, parce que malheureusement, ce sont les grands groupes américains qui possèdent ces plateformes. Et on voit bien actuellement qu'il y a une coalition de ces grands groupes américains derrière le président Trump pour réclamer la disparition de ces contraintes. La nouvelle administration américaine, son credo, c'est liberté, mais liberté sans régulation.
Sous-entendu, c'est le plus fort qui gagne. Tout le credo américain en ce moment, c'est de dire nous en avons assez de tout ce qui est réglementation, de tout ce qui est normes, de tout ce qui est régulation. Et finalement, l'Europe, c'est le continent qui repose sur de la mesure et qui, pour protéger les gens, pour protéger les droits des individus, leur liberté privée, organise des systèmes de régulation un peu dans tous les domaines. Alors évidemment, ça crée une certaine bureaucratie, entre guillemets, ça crée des lourdeurs, mais ça crée aussi de la protection. Et on voit bien qu'il y a un combat en ce moment entre l'Europe et les États-Unis, sous le regard des Chinois qui utilisent souvent les libertés américaines pour diffuser un contre-modèle. Et cette transition numérique, tout ce qui se passe autour du numérique est assez essentiel à l'évidence, hein, parce qu'on voit bien l'influence que ça a pris. On me disait récemment que la chaîne TikTok, donc, chinoise, hein, c'est une plateforme chinoise, a deux modes de diffusion. Elle a une diffusion pour la Chine, avec des programmes éducatifs. Au bout d'une heure, les diffusions s'arrêtent. Puis il y a d'autres programmes éducatifs. Puis il y a une diffusion pour les États-Unis et pour l'Europe, où c'est AG continu, avec des messages qui sont un petit peu destructeurs, avec des concours à la jeune fille qui va être la plus maigre ou la plus mince, prenant l'anorexie, et puis avec tous ces messages vis-à-vis des jeunes garçons, pour leur dire celui qui gagne, c'est le mâle dominant, qui sont des idées extrêmement dangereuses, dont on voit les conséquences ensuite avec ces assassinats, etc. Enfin, voilà. Donc là, c'est une plateforme chinoise, mais il y a aussi des plateformes américaines. Donc vous voyez, nous en Europe, on essaye de dire on ne peut pas laisser sans réglementation ces diffusions. Il y a aussi d'autres défis sur lesquels on pourra revenir dans les questions si vous voulez. Il y a notamment celle de la taille de l'Europe. Faut-il élargir l'Europe encore ou ne pas l'élargir? Et à qui et comment, etc. Et puis celle des ressources. Aux États-Unis, il y a un État fédéral et puis il y a des États. Chaque État a un gouverneur. La richesse de l'État fédéral, c'est 17% du PNB, c'est-à-dire de la richesse américaine. 17% de la richesse américaine est dans l'État fédéral. Donc c'est énormément d'argent. En Europe, l'Union européenne, c'est 1% du PNB de l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est 1% et 17%. Et donc l'Europe n'a pas beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, c'est surtout les États qui interviennent. Bon. Et cette question des ressources revient régulièrement. Et naturellement, les États disent non, on ne va pas donner plus d'argent à l'Europe, c'est hors de question. Et donc, ça ne décolle pas de 1%. Et alors, dans quelques années, mais ça va venir très vite, vous allez entendre des discussions, parce que comme avec la Covid, il y a eu un emprunt au niveau de l'Europe qui a été fait de 750 milliards, c'est un emprunt, ça se rembourse. Et donc, il va falloir rembourser l'emprunt. Et là, il va manquer de l'argent. Donc il va falloir trouver comment va-t-on faire pour rembourser les annuités de l'emprunt. À titre personnel, mais alors ça n'engage que moi, je pense qu'à un moment, les Européens vont accepter d'augmenter les ressources propres de l'Europe, de telle sorte qu'elles soient en mesure d'assurer le remboursement de cet emprunt. Alors, les ressources propres, il y a des pistes, on les mentionne dans le livre.
ça peut être des taxes, ça peut être le résultat de la taxe carbone qui serait prise à l'entrée des produits en Europe, ça peut être une taxe sur les transactions financières. Bon, il y a plusieurs hypothèses qui sont dans les tuyaux, mais pour l'instant, sur le plan politique, ça n'a jamais pu déboucher. Alors, je voudrais peut-être consacrer le dernier propos, la dernière partie sur les questions de défense, puisque c'est l'actualité d'aujourd'hui. Qui sont liées à des questions de puissance. Quand on regarde l'histoire de l'Europe, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu des tentatives d'hégémonie en Europe. Les Européens ont passé leur temps à se battre. Alors, bon, ça part de l'Empire romain. Les Italiens, quand même, très forts, ils avaient conquis tout le pourtour de la Méditerranée. Et puis ensuite, il y a des tentatives différentes. On peut noter la tentative espagnole, hein, le moment où Charles Quint disait « Mon empire, le soleil ne se couche pas sur mon empire ». Donc les Portugais et les Espagnols se partagent un petit peu le monde. C'est le traité de Tordesillas au milieu de l'Atlantique qui répartit l'univers entre les Espagnols et les Portugais. C'est un peu le Yalta du XVe siècle. Puis vous avez la tentative, il y a eu la tentative anglaise avec la guerre de Cent Ans, où les Anglais voulaient conquérir le cœur de l'Europe. Vous avez la tentative bourguignonne. Vous avez la tentative française, à plusieurs reprises, à travers Louis XIV, à travers Napoléon. Hein. Vous avez enfin la tentative allemande avec 3 guerres contre la France, 1870, 1914, 1940. Donc, et toutes ces tentatives d'hégémonie par un pays se sont soldées par des échecs. Et d'une certaine façon, on peut dire que les 2 dernières guerres mondiales, ce sont des guerres civiles européennes, franco-allemandes au départ, qui se diffusent dans le monde entier et qui aboutissent à un appauvrissement de l'Europe, en fait. Et la fin de la guerre de 1945, finalement, il y a une grande puissance qui a émergé, ce sont les États-Unis. L'Europe est mal en point, l'Allemagne est divisée, la France a été peu glorieuse, et c'est sur la base d'une réconciliation et d'un pardon mutuel, en quelque sorte, que va se faire, dès après-guerre, la réconciliation franco-allemande qui est à la base de l'Union européenne. Donc, dès l'après 1945, puisque la déclaration du 8 mai 1950, 8 mai ou du 9 mai, je ne sais plus justement, du 9 mai, oui, du 8, oui. Hein, de Maurice Schuman, c'est un peu la déclaration par laquelle le ministre des Affaires étrangères de la France propose aux 6 pays qui l'entourent de créer une union qu'on va appeler la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est-à-dire finalement on s'est fait la guerre, on s'est détruit, alors mettons en commun ce qui nous permet de faire la guerre, le charbon et l'acier. Comme ça, si on met en commun le charbon et l'acier, bah, au moins on se disputera plus. Voilà. Et vous voyez, c'est quand même extraordinaire que 5 ans après la fin de la guerre, avec toutes les horreurs qu'on avait découvertes, que 5 ans après, il y ait des personnes qui aient osé se réconcilier, c'est vraiment à saluer. Si vous avez l'occasion d'aller en Lorraine, il y a la maison de Robert Schuman. Ben, n'hésitez pas à aller la visiter. C'est là où il habitait. Ça a été gardé on voit sa cuisine, c'est sa chambre, là où il recevait ses amis. Et c'est tout à fait intéressant. C'est vrai que c'était la plupart de ces leaders étaient des démocrates chrétiens à l'époque. Voilà, il a dit on va créer l'Europe par des projets. Donc, voilà, ces grands pères fondateurs de l'Europe qui ont accepté dans ces années de dire mettons en commun ce que nous avons ensemble. Ce que nous avons ensemble, c'est finalement toute une civilisation, c'est notre héritage qui est multiple, qui
qui s'appuie sur les Grecs et les Romains, qui s'appuie sur toute cette rencontre de cette synthèse gréco-romaine avec les trois monothéismes. C'est moi la thèse que je défends. Hein, c'est-à-dire qu'il y a au sein de l'Europe un ciment chrétien qui s'est réparti sur tout le territoire européen, mais il y a une influence juive qui a existé dès le début, hein, avec la diaspora juive qui s'est répartie sur tout l'espace, et puis une confrontation-échange avec l'islam, qui a commencé dès l'apparition de l'islam. C'est le grand philosophe et penseur Edgar Morin qui dit la chrétienté, l'Europe s'est pensée en chrétienté face à l'islam, parce qu'il fallait se défendre. Et là encore, c'est la crise qui fait avancer la prise de conscience. Et avec l'islam, il y a toujours eu des relations en même temps de confrontation. Là aussi, on a passé son temps à se battre, hein, c'est vrai. Et en même temps d'échange. D'échange parce qu'il y a eu énormément de commerce. Les croisades, quand c'est nous qui allions reprendre les lieux saints, ont été l'occasion d'échanger avec tout le Proche-Orient. Et l'islam étant, quand vous regardez une carte, une bande qui s'en va de l'Afrique jusqu'en Inde, c'était un lieu de communication extraordinaire. Et donc, il y a des choses qui sont venues d'Inde, notamment le zéro, les chiffres, qui sont passés par les pays musulmans, qui sont arrivés en Europe. L'algèbre est un mot arabe. Vous avez des savants qui sont intervenus pour la relecture des textes grecs. Donc on a été dans la confrontation et l'échange. Et moi je dis que il y a eu sur cet héritage gréco-romain qui était notre socle, il y a eu justement cette fécondation par chacun des monothéismes, aboutissant à ce ciment chrétien, cette influence juive et cet échange, confrontation avec l'islam. Et tout ça a abouti, au moment de la Renaissance, sur une synthèse très particulière qu'on a appelée les Lumières, et qui ont abouti à dire il y a l'individu, et cet individu, il faut le dégager du fondement divin qui existait partout avant, et il faut bâtir une société sur la raison. Donc on a toute cette construction européenne qui aboutit à cette période qui va naître à partir du XVIIe siècle, puis XVIIIe, XIXe et aujourd'hui, et une civilisation qui est particulière, puisque nous sommes des pays sécularisés, c'est-à-dire que selon des modalités différentes, ce n'est plus la religion qui organise la société, comme c'était avant et comme c'est encore dans beaucoup de pays. Nous sommes une religion qui est bâtie sur l'état de droit, de même que l'Union européenne, c'est d'abord une construction juridique qui repose sur le droit. Nous avons un certain nombre de valeurs qui reposent sur la personne humaine, qui est considérée comme digne, inviolable, avec des droits particuliers. Et c'est parce que nous nous référons à cette personne que nous avons construit des sociétés qui fonctionnent sur la solidarité. C'est-à-dire que nos sociétés, par rapport aux autres sociétés humaines, ce sont des sociétés où on paye beaucoup d'impôts, et parce que cet impôt, il sert à assurer la solidarité entre les gens. Chez nous, quand on est malade, quand on est vieux, quand on est au chômage, on est aidé, voire pris en charge par la collectivité, grâce aux impôts. Il n'y a pas de tribunaux d'exception, tout le monde a la même justice. Les étrangers qui sont en difficulté peuvent être accueillis à travers le statut de réfugié.
voyez, cette notion de personne humaine, elle est au cœur de notre modèle, de notre système européen. Et quand je vous parlais des décisions qui sont prises par l'Union européenne en matière de numérique, c'est au nom de la défense de la personne humaine et du respect que l'on doit à la personne humaine. Alors ça ne veut pas dire que c'est parfait dans nos pays, bien entendu, mais le principe c'est qu'un homme égale une femme. Bon, alors on voit bien que c'est pas évident, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le principe est bien celui-là. Les droits des enfants, ils ont été lents à émerger. Les enfants, ils travaillaient à 6 ans dans les mines, mais peu à peu, la personne de l'enfant a été reconnue en tant que telle, hein, dans sa dignité de personne humaine. Voilà. Donc, c'est tout ça qui est au cœur de notre modèle de société. Et je vois que vous avez fait Erasmus, donc vous avez bénéficié de la possibilité de voyager en Europe. Moi, j'aurais une proposition qui est impossible, c'est que je dis il faudrait envoyer tous les jeunes, après le bac, une année en dehors de l'Europe. Et ça serait la meilleure façon d'en faire les meilleurs Européens. Parce que, de par mon expérience, quand on rencontre quelqu'un qui revient d'ailleurs, ou qui vient d'ailleurs, il dit mais vous avez des pays extraordinaires. Je vais vous raconter une anecdote. Mon fils a été vivre une quinzaine d'années en Colombie et l'autre jour, il est revenu en France. L'autre jour, on va prendre un café au coin de la rue, dans un bistrot. Et là, on était là à boire notre café tranquille. Et tout d'un coup, il me dit mais c'est extraordinaire de boire le café comme ça. Alors, je lui dis bah, pourquoi c'est extraordinaire? Ça me paraissait assez évident, banal, quoi. Et il me dit, mais parce que d'abord, il n'y a pas le bruit des voitures là-bas en Colombie. La voiture est reine, alors il y a toujours des bruits, il y a des grands ânes. Voilà. Ensuite, il y a ce café. Il n'y a pas de café comme ça, où on peut aller boire un coup là-bas. Et puis il me dit, on sent aucune crainte. Alors je lui dis, mais pourquoi il y a de la crainte? Ben, il me dit, là-bas, on ne sait jamais, il y a des gens qui viennent voler, enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Et vous voyez, il n'y a que quelqu'un qui a vécu hors d'Europe qui va d'un coup vous dire que prendre un café à la terrasse d'un café, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on définit souvent d'ailleurs Paris comme la ville des cafés. Mais ça nous paraît évident. On se retrouve, tiens, on va boire un pot, on est au café. Oui, moi, je dis souvent, je ne suis pas le premier ni le seul, mais l'Europe, c'est un art de vivre. Voilà. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait, on saurait, mais c'est un art de vivre. Et ce petit exemple du café, moi, me l'a confirmé tout récemment, de façon très, très personnelle. Alors, je reviens à mes questions de défense. France-Allemagne se retrouve dans piteux état, elle décide de se réconcilier. 1950, on décide de faire la communauté européenne du charbon et de l'acier. Puis dans la foulée, on se dit, c'est une initiative française, il faudrait faire une défense européenne. Alors, dès 1949, s'est créée l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire une grande organisation militaire de défense qui associe l'Europe et les États-Unis et le Canada, mais qui est un système qui est dominé par les Américains. Et donc l'idée d'une défense européenne, elle apparaît dans les années 54. Bon, ça concerne 6 pays, les 6 pays qui sont dans le noyau, il va y avoir la France, l'Allemagne, le Benelux, l'Italie, donc on arrive aux 6. Et puis finalement, c'est la France qui va faire capoter le projet, qu'on appelle le projet de CED, Communauté Européenne de Défense. Il y a un vote à la Chambre des députés à l'époque, et il peut y avoir la conjonction des gaullistes et des communistes, et ça capote. Pas de communauté européenne de défense. 2 ans après, il y a la crise du canal de Suez. Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez. La France et les Anglais envoient un contingent militaire pour
dans le bon esprit du siècle passé, dire non, 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 c'est nous les patrons là-bas. Les États-Unis et l'Union soviétique intiment à la France et l'Angleterre de repartir, et la France et les États-Unis repartent. Et donc, vous voyez, 54, on n'a pas de défense européenne. 56, les anciennes grandes puissances, la France et l'Angleterre, sont quand même humiliées. Et donc, 57, on bascule tout de suite sur une communauté économique européenne, la CEE, et puis une coopération atomique avec l'Euratom. Et durant toute cette période, finalement, on s'appuie, enfin, on ne s'appuie pas, plutôt, on se protège sous le parapluie américain porté par l'OTAN. Les choses cheminent, il y a parfois des crises, la crise des Pershing, quand il y a le président Mitterrand qui va faire un grand discours au Bundestag allemand, enfin bref, pas croire que les choses étaient roses, il y avait de la tension à l'époque. Hein. Et puis 89, chute du mur de Berlin, 91, effondrement de l'Union soviétique, sans guerre, ce qui était incroyable. Vous ne deviez pas être né, hein, pour les plus jeunes, j'imagine, en 89. Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça représentait. Hein. J'étais en Allemagne, à l'époque quand le mur est tombé. Donc je suivais la télévision allemande. Moi, je ne comprenais pas tout, rassurez-vous. Mais c'était étonnant de voir tous ces gens qui traversaient le mur. Ce qui était impossible. J'avais été à Berlin au début de l'année 89. On avait rencontré des officiels. Pas une personne, pas une, n'évoquait l'idée que le mur pouvait tomber. Oui, peut-être dans... Je ne sais pas, les gens ne mettaient même pas de date. Et d'un coup, quelques mois après, le mur s'ouvrait. Et sans... C'était inimaginable, sans un coup de feu. C'était inimaginable. Bref, on croit que le modèle... comment dire, que le modèle capitaliste, libéral capitaliste a gagné. Hein. Certains philosophes défendent l'idée de la fin de l'histoire, c'est-à-dire que finalement le modèle de la démocratie et du marché va se diffuser dans le monde entier. Tout le monde va se rallier à notre modèle et on va aller vers un avenir radieux. Je crois qu'on peut le résumer un peu comme ça. Hein. Bon, et puis on s'aperçoit que c'est pas si simple, parce qu'il y a d'autres pays, parce qu'un autre élément qui va survenir peu à peu, c'est la prise de conscience dans les pays du Sud, c'est une des choses qui me frappe beaucoup dans ces dernières années, c'est le souvenir de tout ce qui a été la colonisation. Il y a un mot là qui m'échappe, ça remonte. Hein. Ça remonte un peu dans tous les pays, avec un sentiment d'avoir été humilié par le passé et un sentiment de revanche que l'on sent monter dans tous les pays non européens qui interrogent la puissance européenne. Alors justement, cette puissance européenne, nous savons, nous Européens, nous avons eu la puissance. Et l'Europe a été puissante. Elle s'est étendue sur le monde entier. Elle a diffusé son modèle. On a sans doute usé et abusé de cette puissance. Et quand on voit au jour d'aujourd'hui que tous les grands empires nouveaux là, se mettent à se réarmer, on ne peut qu'être inquiet. On ne peut qu'être inquiet parce que quand les gens s'arment, en général, à un moment, ils utilisent leurs armes. Voilà. Et donc, ça nous amène à réfléchir sur la notion de puissance. Nous devons retrouver de la puissance militaire, et c'est l'objet de toute l'actualité, si vous la suivez, hein, toutes ces discussions qu'il y a sur le fait de se réarmer, ça veut dire d'acheter des armes en commun, de faire des collaborations entre les industriels européens. Et malheureusement, je dois dire, je pense qu'il faut se réarmer pour se faire respecter. Parce qu'on voit bien que la faiblesse est le premier pas de l'asservissement.
on voit bien que face à quelqu'un comme Vladimir Poutine, on ne peut absolument pas compter sur sa parole. Et que c'est quelqu'un qui avance tant qu'il rentre dans du beurre, en quelque sorte. Donc il y a une sorte d'obligation d'être plus fort. Obligation renforcée aujourd'hui par le fait que l'allié américain devient peu sûr et que ce cadre du traité de l'OTAN, qui a un article 5 qui dit que toute personne, tout pays qui sera attaqué, les autres sont solidaires. Donc une attaque contre un pays de l'OTAN vaut attaque contre tous les pays de l'OTAN. Et ça, c'était quelque chose, c'était du marbre. Et d'un coup, avec le président Trump, tout devient aléatoire. Donc on voit bien que tant vis-à-vis des Russes que vis-à-vis des Américains, la situation devient compliquée et qu'il faut il faut retrouver la puissance pour se faire respecter. Mais là où je dis que l'Europe a une carte particulière à jouer, malgré toutes les difficultés que peut entendre, c'est de dire nous avons trop abusé de la puissance par le passé. Ne faites pas comme nous. Et je reviens au début de mon propos. Aujourd'hui, on est 8 milliards. L'enjeu réel, c'est de survivre ensemble en tant qu'humanité. C'est pas d'utiliser des armes pour faire exploser la planète, parce qu'on a la capacité de faire exploser la planète avec nos armes. Alors la planète, c'est l'humanité qui mourra, la planète elle continuera, mais enfin ça serait quand même dommage. On voit bien que l'urgence, c'est d'assurer cette régulation du climat et de retrouver cette biodiversité. Et donc, vous voyez, il y a un côté un peu anachronique, une sorte de retour au passé incompréhensible avec ces montées en puissance d'ego nationalistes. Et c'est là où l'Europe peut dire, nous qui avons traversé les ravins de la défaite, qui avons eu la puissance puis qui l'avons perdue, nous avons voulu mettre en place un mode de développement qui refusait la guerre, qui disait il faut développer des conventions entre États, qui disait il faut être démocratique. Et comme ça sera la meilleure façon d'aller vers un avenir commun pour tout le monde. Voilà. Donc je pense qu'il y a une carte à jouer pour l'Europe qui n'est pas évidente, qui est difficile. Mais voyez les dernières réunions qu'il y a eu, soit à Londres, soit à Paris, où il y avait des Canadiens qui venaient, il y avait des Australiens qui venaient participer à ces réunions entre Européens. C'est extrêmement intéressant. Il y a une sorte de méfiance par rapport aux grands empires qui veulent se reconstituer, américains, russes, chinois, peut-être demain indiens, on ne sait pas. Et l'Europe, je pense, c'est une carte à jouer en tout cas. Hein. Il me semble que c'est la carte qui doit être jouée. Alors il y a un peu d'utopie là-dedans, mais vous savez, quelqu'un qui dit la réalité, elle est faite d'utopies qui se sont réalisées. Et si on n'a pas d'utopie, si on n'a pas de rêve, eh ben, on n'avancera pas. L'utopie, le rêve, c'est de dire nous avons un modèle très particulier, mais un modèle qui repose sur la paix, qui repose sur le droit, qui repose sur des valeurs. Il faut défendre. Donc il faut quand même être puissant, il faut défendre ce modèle, mais il faut avoir une puissance pour ne pas utiliser cette puissance. Il faut avoir une puissance pour dire aux autres ne prenez pas le chemin de la confrontation, parce que c'est un chemin qui aboutira à que du malheur. Voilà, c'est quand même le cœur du message que je voulais, avec mon collègue Gérard Vernier, vous faire passer. Merci.